Ici Dob! Ici Dob! Voilà exactement le genre de chant que vous auriez entendu si vous aviez été à un show de la ECW dans les années 90 aux États-Unis. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau top 5. Si vous avez cliqué sur cette miniature, c'est que vous voulez devenir incollable sur une promotion de catch légendaire aux États-Unis, la Extreme Championship Wrestling. Aujourd'hui, une vidéo peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais il faut bien ça pour analyser toutes les spécificités et les anecdotes de cette promotion de catch. Et concernant la vidéo, exceptionnellement, je vais faire un bref historique de l'histoire de la ECW avant de rentrer plus en détail sur les 5 points à retenir de cette promotion. Comme la ECW est une promotion assez ancienne et aussi assez intense, je ne vais pas pouvoir illustrer toutes les phrases que je vous dirai, donc je vous laisserai pas mal de liens en commentaire pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Installez-vous confortablement, je vous emmène avec moi découvrir l'histoire de la ECW. La ECW a été créée en 1992 par Todd Gordon sous le nom de Eastern Championship Wrestling. Elle dépend alors de la NWA qui est un regroupement de plusieurs petites promotions. Paul Heyman arrive à la ECW en 1993, principalement pour aider les jeunes catcheurs à réaliser de bonnes promos et de bonnes interviews. Et en septembre 1996, il saisit sa chance et devient le responsable de la direction créative de la compagnie. Mais ça, on y reviendra. La ECW se produit surtout à Philadelphie et très vite, elle devient la promotion principale de la NWA. En août 1994, et sous l'impulsion de Paul Heyman, la Eastern Championship Wrestling change de nom et devient la Extreme Championship Wrestling. En effet, Paul Heyman veut transformer la promotion pour sortir des codes old school du catch NWA et proposer un produit plus intense qui plairait aux jeunes. Et ça marche, la ECW est fin 1994 la troisième fédération internationale derrière la WWF et la WCW en termes de popularité. Paul Heyman et Todd Gordon organisent alors ce qu'ils appellent la Hardcore Revolution. Et de nombreux catcheurs vont rejoindre la ECW à cette période. Mais le paysage du catch est à ce moment-là en pleine ébullition. Et en ce qui concerne les concurrents, si la WWF va parfois collaborer avec la ECW, la WCW va quant à elle tout faire pour couler la ECW, qu'elle considère comme une abomination dans le paysage du catch américain. Mais malgré cette concurrence très difficile et des moyens financiers moins importants, la ECW va continuer à se développer. Et en avril 1997, elle aura même le droit à son propre pay-per-view. En 1998, Gordon vend la ECW à Paul Heyman qui devient ainsi son seul propriétaire. Et à la fin des années 90, la concurrence devient de plus en plus compliquée à gérer et la ECW se retrouve dans une situation financière très difficile. En 2000, la chaîne TNN stoppe son contrat avec la ECW et la promotion se retrouve alors sans contrat de télévision et forcément la situation financière se dégrade encore plus. Je reviendrai sur l'histoire de la ECW dans différents points de cette vidéo et on verra que malgré la fermeture en 2001, le produit ECW n'est jamais réellement parti. Et on démarre le premier point de cette liste qui est consacré à Paul Heyman. Paul Heyman est considéré par beaucoup comme étant un génie créatif et un innovateur dans le milieu du catch. S'il y a un mot qui pourrait caractériser Paul Heyman, c'était le mot authentique. Par exemple, un soir de 1999, il démarre le show en expliquant que la carte change, que c'est comme ça, qu'il n'y a pas le choix, mais il explique également avec ferveur qu'il allait essayer d'offrir le meilleur show possible aux fans. Et c'est pour ça que les fans aimaient Paul Heyman, pour l'authenticité du personnage. Il était en communion avec eux. Et pas qu'avec les fans d'ailleurs, il savait motiver ses troupes afin que les catcheurs donnent tout sur le ring. Paul Heyman était un véritable meneur d'hommes à la ECW et il dirigeait son entreprise à l'affectif, à la manière d'un bon père de famille. A l'époque, on pourrait presque considérer Paul Heyman comme étant le gourou de la secte ECW. Mais il est aussi très caractériel et il a une forte personnalité. Il avait notamment une relation très spéciale avec ses principaux concurrents, à savoir la WWE et la WCW. Il détestait particulièrement Eric Bischoff et les relations n'ont pas toujours été simples entre la ECW et la WCW. Heyman avait sans doute un petit peu de rancune envers la WCW puisqu'il s'était fait licencier de cette promotion en janvier 1993. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Paul Heyman avait à l'époque déposé le nom When Worlds Collide et la WCW n'étant pas forcément au courant avait organisé un show avec le même nom. Et c'est à l'époque le père de Paul Heyman, qui était avocat et qui à l'époque avait contacté la WCW en leur expliquant qu'au lieu de leur lancer un procès, il souhaitait récupérer quelques-uns de ses catcheurs pour promouvoir la ECW. Ted Turner, le président de la WCW, avait accepté, et c'est comme ça que des catcheurs comme Arn Anderson et Bobby Eaton se sont retrouvés à la ECW dans un environnement très hostile. Mais avec la WWE, c'était un peu différent. Il entretenait de bonnes relations avec Vince McMahon, qui payait tous les mois Paul Heyman en guise de compensation car Vince avait signé des catcheurs de la ECW à la WWE. Et Vince McMahon a même été jusqu'à aider Paul Heyman en faisant de la promo pour leur premier pay-per-view
et ce totalement gratuitement. C'était juste un souhait de Vince McMahon et il pensait que ce serait positif pour le business. Il y a même eu un début de partenariat pour un angle d'invasion entre ECW et WWE en 1997, mais cela n'a pas très bien fonctionné et ça a vite été stoppé. Mais pour certains, cette courte période de trouble début 97 à la WWE marque les prémices de l'Attitude Era. Bien que l'on va forcément reparler de Paul Heyman dans la suite de la vidéo, ce qu'il est important de retenir pour ce point, c'est que la ECW, c'est Paul Heyman. Comme dit en intro, il représente l'un des esprits créatifs les plus importants de l'histoire du catch, et il a su donner son style, sa personnalité à sa propre promotion. Et justement, en parlant de ça, on va voir dans le deuxième point quel style Paul Heyman a donné à la ECW. La ECW, c'est un style totalement atypique et un style à part. Des tables, des échelles, des chaises en acier, des barbelés, ce ne sont là que quelques-uns des objets qui étaient utilisés par les catcheurs de la ECW. Dans cette promotion, le style était hardcore. Il n'y avait pas de règles, pas de disqualification. Le style se voulait unique et permettait de donner une nouvelle image au catch. Une image un petit peu plus réelle, un petit peu moins chorégraphiée que le catch moderne. Et on a eu le droit à d'incroyables spots où les catcheurs traversent des tables enflammées ou sautaient de quelques mètres pour aller s'encastrer dans des punaises, du fil de fer ou, pour les plus chanceux, de l'acier. Et à l'époque, ce style à part est ce qui plaisait à tous les fans de catch qui étaient lassés par le côté trop scénarisé du catch. Ils n'aimaient pas spécialement les histoires racontées et préféraient des bonnes vieilles confrontations d'homme à homme sur le ring. La ECW était connue pour avoir un style très intense, très extrême, mais pas que. Heyman était un avant-gardiste et il était toujours à la recherche de nouveaux talents et prêt à tenter le coup avec des jeunes catcheurs, et notamment certains poids légers ayant été reconnus un peu plus tard à la WCW. Chris Jericho, Eddie Guerrero, Dean Malenko, Chris Benoit ou encore Rey Mysterio. Tous ces catcheurs sont d'abord passés par la ECW avant d'éblouir la division Cruiserweight de la WCW et ensuite de rencontrer un immense succès à la WWE. Bien sûr, tous ces catcheurs étaient très doués et auraient probablement été découverts par la WCW ou la WWE par la suite. Mais la ECW a su comment les utiliser au bon moment pour attirer une autre audience. Et malgré son style extrême de base, la promotion n'avait pas peur de laisser les techniciens travailler dans des matchs athlétiques. On peut tout à fait considérer la ECW comme une promotion pionnière du style de catch high fly aux États-Unis. J'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur les moments les plus marquants de l'histoire du catch, mais à l'époque, la ECW a eu la chance d'évoluer dans une période où Internet n'existait pas et où elle pouvait miser sur les surprises pour dynamiser ses shows. Par rapport à l'époque actuelle où tout le contenu des épisodes de Raw et SmackDown sont systématiquement teasés sur les réseaux sociaux, les fans de l'époque pouvaient regarder un show ECW sans savoir que Sabu était sur le point de faire un retour surprise, ou bien que Terry Funk avait prévu de venir sur le ring avec un fer à repasser. Et en parlant de surprise, la ECW était connue à l'époque pour être une promotion de catch très divertissante, grâce notamment au booking de Paul Heyman. La ECW était toujours prête à repousser les limites. Paul Heyman cherchait toujours à offrir aux téléspectateurs quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, et généralement, il y arrivait. Par exemple, l'un de ses catcheurs, le Sandman, a fait semblant d'être aveugle pendant des semaines suite à un coup de kendo stick dans les yeux. Et pour garder le kayfabe intact, le secret du catch, le Sandman est resté cloîtré chez lui pendant un mois, ne sortant pas du tout de chez lui, pour maintenir impliqués les fans dans la storyline. C'était si bien fait que beaucoup de fans pensaient que le Sandman avait réellement perdu une partie de sa vision pendant ce match. Un autre mot peut très bien définir la ECW, c'est le mot liberté. Aujourd'hui, avec le contexte actuel, il n'y aurait presque aucune chance pour que la ECW soit diffusée sous cette forme dans les gros médias américains. Et même si des promotions extrêmes comme la CZW existent, elles n'ont pas le même impact que la ECW à l'époque. Tout simplement parce qu'à l'aube de 2020, il devient compliqué de faire du catch politiquement incorrect. Et si la même ECW originale était diffusée à la télévision américaine aujourd'hui, elle aurait probablement des dizaines de procès sur le dos chaque semaine. Mais à l'époque, c'était possible. Et la ECW se voulait provocante, et c'était même l'un des slogans de la société, politiquement incorrect et extrêmement fier de l'être. C'est un exemple de la façon dont cette promotion a existé à une époque et dans un lieu propice à son épanouissement. Aujourd'hui, la ECW n'existe plus, et c'est quelque chose qui manque à beaucoup de fans. Et justement les fans, parlons-en. La foule de la ECW était sans doute celle qui avait le plus d'impact sur un show de catch. Ils avaient les fans les plus fidèles et les plus impliqués de l'histoire. Mais les spectateurs n'étaient pas seulement fidèles, ils étaient parfois encouragés à faire partie du spectacle autant qu'ils le voulaient en donnant n'importe quel type d'objet aux catcheurs pour qu'ils s'en servent contre leurs adversaires. Des poêles à frire, des béquilles, des pagaies de canoë, bref, tout et n'importe quoi. Les fans étaient enragés parce qu'ils croyaient au produit pour lequel ils payaient. La ECW, c'était aussi un petit peu à eux. Et bien que la promotion ait fermé ses portes en 2001,
Les fans n'ont jamais oublié à quel point c'était bon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous entendez encore le chant ECW résonner dans les arènes de catch aujourd'hui. Et si jamais vous voulez voir à quel point une foule ECW est passionnée, regardez le pay-per-view One Night Stand 2005, le premier show estampillé ECW suite au rachat par la WWE. Je vous parle de ce rachat un petit peu plus loin dans la vidéo. À son apogée, la ECW était une promotion tout à fait incroyable. C'était un phénomène et sa popularité a influencé le catch aux États-Unis. Comme toute promotion de catch, la ECW avait des stars, des main eventers, des vedettes. Et dans ce troisième point, je vais vous parler des catcheurs qui ont le plus marqué cette promotion. Tommy Dreamer était largement considéré comme le cœur et l'âme de la ECW. Il a participé à deux des plus grandes rivalités de l'histoire de la promotion, contre le Sandman et contre Raven. Il a fait partie des deux versions de la ECW et à l'heure actuelle, c'est un petit peu le porte-parole de cette promotion disparue. C'est également le seul homme à avoir remporté le championnat du monde poids lourd de la ECW, à la fois dans sa version originelle et dans son reboot en 2006. Sabu est un autre catcheur made in ECW très connu. Souvent considéré comme un innovateur sur le ring, Sabu est un catcheur atypique avec un style de catch très intense. Un véritable casse-cou qui a connu de nombreuses blessures durant sa carrière. 2 fois champion de la ECW, Sabu porte encore aujourd'hui les cicatrices de ses affrontements très intenses. Et il a notamment participé à un match bien particulier avec Terry Funk, un match intense où les cordes du ring étaient remplacées par des fils de fer et des barbelés. Et je ne vous fais pas de dessin sur l'état des deux catcheurs à la fin du match. D'ailleurs, ce match a été jugé comme étant trop extrême, même pour ECW. Un autre catcheur à avoir marqué son époque est le Sandman. C'est simple, le Sandman, il arrivait au ring avec une cigarette à la bouche, la bière à la main, et catchait même souvent bourré après s'être éclaté la canette sur le front. L'icône du hardcore était l'une des pierres angulaires de la ECW. Sa gimmick était celle d'un gars tout à fait lambda, un homme usé par la société, fatigué et devenu un peu fou. Et pourtant, il avait une vraie aura de superstar avec des entrées au ring absolument mythiques. Le Sandman est une légende à la ECW, et bien qu'il n'ait jamais été connu pour être un grand technicien des rings, c'est lui qui détient le record du plus grand nombre de règnes de champion du monde ECW, avec 5 titres. Lors de son arrivée à la WWE en 2001, Rob Van Dam s'est avéré être la meilleure partie de la storyline ratée de l'invasion. Et bien qu'il faisait partie du clan des Heels à l'époque, les fans ont commencé à adorer la superstar excitante et innovante. C'était une belle introduction pour les fans de la WWE, mais le talent de Rob Van Dam n'était pas nouveau, et c'était aussi l'une des têtes d'affiche de la ECW. Et sur le ring, RVD a toujours été passionnant. Toujours amusant à regarder, proposant toujours de nouvelles façons de divertir la foule. D'ailleurs, il a été le plus long champion du monde de la ECW avec un règne de 700 jours. Mais il a été contraint de renoncer au titre en raison d'une blessure à la cheville et n'a donc jamais été battu pour ce titre. Rob Van Dam représente peut-être bien l'image de la ECW. En tout cas, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il était l'une des plus grandes stars de cette promotion. Et du côté du catch par équipe, les Dudley Boys, Bubba Ray et Devon se sont imposés comme l'une des équipes les plus charismatiques et les plus talentueuses de l'histoire du catch. En effet, pendant leur séjour à l'ECW, les Dudley Boys ont participé à des grosses rivalités, et grâce à leur style et notamment grâce à leur utilisation des tables, ils sont devenus l'équipe la plus plébiscitée de la compagnie. Et c'était clairement l'équipe la plus dominante de la ECW avec 8 titres de champion par équipe. Les Dudley Boys connaîtront également le succès à la WWE en participant notamment aux premières éditions des TLC matchs. Et d'autres gars comme Taz, Raven, Shane Douglas ou encore Cactus Jack ont eu un rôle important à la ECW. Un point marquant chez les stars de la compagnie, c'est qu'il n'y avait quasiment pas de gimmick, de personnages, juste des mecs qui voulaient en découdre et raconter des histoires sur le ring. Et la promotion s'est toujours vantée d'avoir un effectif riche et talentueux, et elle avait raison car des gars comme Rob Van Dam et Sabu ont toujours eu des matchs solides et divertissants. Et il y avait également une vraie diversité dans les styles de catch proposés à l'époque. Et puis c'est aussi la promotion qui a révélé des futures stars comme Stone Cold Steve Austin, Rey Mysterio ou encore Chris Jericho. La ECW était finalement bien plus qu'une simple promotion de catch basée sur le hardcore, même si c'était son fonds de commerce. On a vu dans le premier point de cette vidéo que Paul Heyman était un véritable meneur d'hommes. Malheureusement, il a également des défauts et il était à l'époque un très mauvais gestionnaire. Et cela a en partie conduit la ECW vers la faillite. Paul Heyman était quelqu'un qui aimait son entreprise et qui était un acharné de travail, en particulier en ce qui concerne les idées créatives. Mais il a commis pas mal d'erreurs qu'il a ensuite dû payer très cher. Comme par exemple le tristement célèbre incident du catcheur Mass Transit. De son vrai nom Eric Kulas, le jeune homme n'avait que 17 ans lorsqu'il est monté pour la première fois sur un ring ECW dans un show qui n'était pas télévisé. Il avait menti à Paul Heyman en lui disant qu'il avait 23 ans et qu'il avait été entraîné par Killer Kowalski,
le légendaire catcheur qui a notamment entraîné Triple H. Il est monté sur le ring face au catcheur extrême New Jack et s'est fait mettre à mal durant tout le match jusqu'à son évanouissement. Il se réveille alors à l'hôpital et ses parents décident de porter plainte contre le catcheur New Jack. Et même si ce match a eu lieu à l'époque dans un house show, un show non télévisé, il y a eu des images prises par les spectateurs au caméscope et cela a créé un véritable scandale. Ce match est considéré comme l'un des plus infâmes, pas uniquement à la ECW mais dans l'histoire du catch en général. Malheureusement pour Paul Heyman, il va vite regretter d'avoir été aussi laxiste car cette histoire va avoir des répercussions sur la ECW. En effet, cet incident a même entraîné l'annulation du tout premier pay-per-view ECW qui devait se dérouler à la fin de l'année 1996. Et dans l'excellent documentaire Rise and Fall of ECW, Paul Heyman explique qu'il a tout fait pour que ce show se déroule, allant même jusqu'à supplier le service de pay-per-view, mais que malgré ça, l'organisateur du pay-per-view ne voulait pas le diffuser. Et la ECW a dû attendre avril 1997 pour enfin diffuser son premier pay-per-view. Bien qu'il ait été un vrai génie créatif, Paul Heyman n'était pas un bon businessman. Il n'était par exemple pas un féru de contrats et de documents administratifs. Il a par exemple payé son catcheur Taz pendant ses 9 mois de convalescence suite à sa blessure au cou, alors qu'il n'existait pas de contrat. Juste une poignée de main entre les deux hommes et un accord oral. Paul Heyman faisait tout lui-même, il travaillait tout le temps, dormait 2 heures par nuit, et forcément un jour ça a fini par se payer. Et en plus de certains manquements dans sa gestion, Paul Heyman n'a vraiment pas eu de chance puisqu'à l'époque, la WWE et la WCW vont lui piquer pas mal d'idées et pas mal de catcheurs. La ECW est la première victime des Monday Night Wars. En 1995, la WCW propose des contrats juteux à Eddie Guerrero, Chris Benoit et Dean Malenko qui vont donc rejoindre Eric Bischoff. La ECW avait un budget beaucoup plus limité que ses deux concurrents et ne pouvait pas lutter sur les sommes des contrats proposés aux catcheurs. La promotion n'avait pas non plus de scènes spectaculaires ou d'effets pyrotechniques incroyables, mais compensait en essayant d'offrir des meilleurs promos, les meilleurs combats et toujours une action à couper le souffle. Et on peut dire que la ECW a beaucoup inspiré ses deux concurrents. La ECW a par exemple été l'une des premières promotions à mettre en avant les combats dans le public, alors que ce n'était pas banal dans les années 90. Et c'est le même cas de figure pour les matchs hardcore et notamment l'utilisation des tables. Et même au niveau des storylines, on a vu à la WWE pendant l'Attitude Era des angles quasiment copiés de bout en bout sur la ECW. Et l'Attitude Era justement symbolise tout ce qu'avait réussi à faire la ECW, mais façonné à la sauce WWE. Et il n'est d'ailleurs pas exclu que Stone Cold Steve Austin se soit inspiré du Sandman pour boire de la bière à outrance sur le ring. Ce qui est un peu triste, c'est qu'à l'époque, les deux principaux concurrents de la ECW ne se gênaient pas pour voler les idées créatives de Paul Heyman et les utiliser dans leur propre fédération. Finalement, tous ces coups durs ont mis à mal l'entreprise de Paul Heyman, qui avait également de plus en plus de problèmes juridiques et des dettes financières. Le 30 décembre 2000, l'émission télé ECW Hardcore est diffusée pour la toute dernière fois et le pay-per-view Guilty as Charged est le dernier de la compagnie. La ECW continue d'exister quelques mois après l'arrêt du show hebdomadaire à la télévision et Paul Heyman essaye désespérément de trouver une entente avec une nouvelle chaîne de télévision nationale. Et pendant ce temps-là, certains catcheurs ont continué de travailler bien que plus payés en espérant que les choses puissent s'arranger. Que ce soit pour les fans ou pour les catcheurs eux-mêmes, il y avait un véritable amour autour de la marque ECW. Paul Heyman ne peut pas se remettre de ses problèmes financiers et se déclare en faillite le 4 avril 2001. Les dettes de la promotion ont quasiment atteint 9 millions de dollars. En juin 2003, Vince McMahon rachète la marque ECW. Et pour rentabiliser son investissement, il va produire en 2004 un documentaire nommé The Rise and Fall of ECW. Un documentaire très complet qui fait état de l'histoire de la promotion, un petit peu comme la vidéo que vous regardez en ce moment. Ce documentaire vendu en DVD va faire un carton et réveiller chez les fans un sentiment de nostalgie par rapport à la ECW. La WWE va alors écouter les fans et leur proposer un événement spécial en 2005, ECW One Night Stand. Rob Van Dam, qui à l'époque catch pour la WWE, pousse en interne pour voir ce projet se réaliser. Et ce show est un véritable hommage aux plus belles heures de la ECW. La foule était en délire et beaucoup ont apprécié de voir des anciens catcheurs de la promotion sur le ring ce soir-là. On se rappelle aussi de cette promo mémorable de Paul Heyman sur le ring, insultant copieusement Eric Bischoff sous les acclamations de la foule. Et One Night Stand 2005, c'est aussi l'entrée légendaire du Sandman qui rentre au ring par la foule alors que le public est survolté. Une entrée de rockstar que vous devez absolument voir. N'hésitez pas à chercher sur internet la version originale, puisque sur le WWE Network, la version est modifiée par rapport aux droits d'auteur. L'année d'après, la WWE remet le couvert avec One Night Stand 2006.
le show se déroule dans la même salle de New York avec une foule encore plus survoltée. En effet, la légende de la ECW Rob Van Dam doit ce soir-là affronter John Cena pour le titre de la WWE. Et après un show mémorable, Rob Van Dam s'impose face à John Cena dans le main event et devient le champion de la WWE dans une hystérie collective incroyable. Et John Cena qui subit au passage ce soir-là la plus grosse hit de sa carrière, c'est-à-dire qu'il est hué par absolument tous les spectateurs qui le provoquent et l'insulte à chaque minute du match. D'ailleurs, il y a un passage assez marrant où John Cena lance son t-shirt au public plusieurs fois et à chaque fois le t-shirt revient sur le ring parce que les fans n'en veulent pas. Absolument hilarant. Ce show marque également la renaissance officielle de la ECW qui devient le 3e show principal derrière Raw et SmackDown en 2006. Et puis le reboot de la ECW a également permis à de jeunes stars d'exploser comme CM Punk qui était déjà à l'époque le protégé de Paul Heyman. La nouvelle ECW était un vent de fraîcheur et apportait quelque chose de différent à la WWE. Par exemple, le show hebdomadaire avait une atmosphère plus intime avec l'absence de grandes scènes comme on pouvait voir à Raw ou à SmackDown. On sentait la WWE soucieuse de vouloir conserver l'identité de la ECW mais en encadrant un petit peu plus les choses. Avec seulement 1 heure de show en direct par semaine, l'accent était mis sur l'action dans le ring et les promos ne prenaient pas autant de temps que pour Raw et SmackDown. Mais malgré toute cette bonne volonté, la nouvelle ECW divise les fans sur son contenu. Certains fans étaient déçus de ne plus revoir les anciennes gloires de la ECW sur le long terme et ne comprenaient pas pourquoi des superstars de la WWE comme le Big Show ou Mark Henry se sont retrouvés champions de la nouvelle ECW. Et puis le contenu était différent, l'époque avait changé et la WWE a dû adapter la nouvelle ECW à un programme plus familial. Une décision qui a dénaturé le côté extrême de la ECW et qui a donc conduit une nouvelle fois à sa disparition en 2010. Voilà, c'est tout pour cette rétrospective globale sur la ECW. Il y a pas mal de points que j'ai pas évoqués, je pouvais pas parler de tout, mais si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai peut-être une deuxième vidéo sur le sujet. N'hésitez pas également à me dire par commentaire ce que vous pensiez de la ECW, est-ce que vous connaissiez, vous ne connaissiez pas, ou quels sont vos matchs préférés dans cette promotion par exemple. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous donnerai quelques petits indices pour le thème du prochain top 5. Si vous voulez apprendre d'autres choses sur la ECW, je vous glisse pas mal de liens en description, n'hésitez pas à aller voir, ça sera super intéressant. En attendant, je vous dis à très bientôt, c'était le Dr Wrestling, prenez soin de vous.